Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode du podcast de Flash Formation. Simon Brien avec vous aujourd'hui pour cette formation aujourd'hui spéciale sur les structures en bois. On a la chance de recevoir deux invités qui sont spécialisés dans tout ce qui est structure de bois, structure de bâtiment et surtout sur les nouvelles technologies en matière d'utilisation du bois. Donc, on est très content de vous recevoir, messieurs Simon et Christian, ça va bien? Oui, super. Très bien, merci. On va vous présenter un peu plus longuement tantôt. Et pour aujourd'hui, comme on parlait de structure de bâtiment, ben, j'ai amené mon ami Maxime. Maxime, comment ça va? Ça va très bien, toi. Ben, ça va super bien. Maxime, on le rappelle, qui est notre instructeur chez Flash Formation en tout ce qui est structure de bâtiment pour les formations là, qui se donnent un peu partout à travers le Québec. Donc, ça va être un épisode aujourd'hui où on va vraiment en apprendre davantage parce qu'il y a des nouvelles technologies qui s'en viennent et on a déjà commencé à construire. Écoutez, on parlait jusqu'à 18 étages des bâtiments qu'avec du bois. Moi, ça m'a vraiment marqué. Puis, c'est pour ça que je voulais vous recevoir parce que ben, c'est sûr que ça frappe un peu l'imaginaire des pompiers. Dire comment est-ce qu'un 18 étages peut être construit seulement avec une structure de bois. Donc, ça va être vraiment intéressant de vous entendre là, aujourd'hui sur ce sujet-là. Avant d'aller plus loin, si vous permettez, je vais juste remercier notre commanditaire officiel. La saison 3 du podcast de Flash Formation est présentée par Francis Perrault-Varin, qui est courtier hypothécaire chez Multiprêt Hypothèque. Donc, pour tout ce qui est refinancement, préautorisation hypothécaire pour la vente d'une maison, vous pouvez toujours contacter Francis Perrault-Varin chez Multiprêt Hypothèque. Très sympathique et c'est grâce à lui où on peut faire la saison 3 du podcast de Flash Formation. Donc, ben, peut-être commencer, messieurs, par vous présenter. Je commencerai avec Simon. Ben Simon, oui. parle-nous un petit peu de toi, ton background, puis tu travailles pour la compagnie Secobois, c'est bien ça? Yes, Secobois. Secobois, c'est pour Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois. Ça fait maintenant 6 ans que je suis chez Secobois. Là. Dans le fond, auparavant, j'ai été dans l'industrie 2 ans là, pour la fabrication de bois lamelé collé. Puis c'est ça, je suis un ingénieur en structure de bois. J'ai fait mon université à l'Université Laval. C'est ça le topo pour moi. Là. Cool. Si je peux parler peut-être un peu de Ben Secobois, oui, dans le parle-nous, fond. Ouais. quelle est la mission de Secobois? Parce que c'est assez particulier ce que vous faites. Exact. Ben, Secobois, dans le fond, c'est un organisme à but non lucratif qui vise à démocratiser l'utilisation du bois dans les structures commerciales, institutionnelles, multirésidentielles et industrielles. Donc, on ne touche pas à la maison unifamiliale là, parce qu'on ne se le cachera pas, 99,9% des maisons sont déjà construites en bois. Nous, on vise à utiliser le bois dans des secteurs de marché un peu moins traditionnels au bois. C'est ça, là, on vise à augmenter les parts de marché là, dans ces secteurs de marché-là. Donc, finalement, quand on pense à un bâtiment qui serait plus construit normalement en acier, Exact. vous, ce que vous amenez, c'est une solution différente pour des structures de bois, mais avec des pièces assez massives capables d'absorber des charges importantes. Exact. Bon, on parle de bois massif, on parle aussi d'ossature légère. L'ossature légère, là, c'est les constructions unifamiliales avec des studs, des fermes de toit, des poutrelles de plancher assez standards. Là. Parce qu'il faut savoir, là, avec les, ben, on va l'aborder un peu plus tard, là, mais on peut aller jusqu'à 6 étages là, avec l'ossature légère. Donc, OK. on n'est vraiment pas dans les petits bâtiments, là, même avec ce système structural-là. Wow, excellent, Ouais. super. Bien, merci beaucoup d'être ici ce matin. Merci de Puis, l'invitation. Secobois, leur mission, c'est vraiment de diffuser l'information, finalement. Exact. Ben oui, c'est ça. On fait beaucoup d'activités de formation, là, surtout, je vous dirais, ingénieur-architecte. Mais dans les dernières années, on a essayé de faire quelques petites activités de formation là, avec les services de sécurité incendie. Là. Vous en avez peut-être entendu parler, là, des tests de brûlage qu'on a fait Oui, à entre Ottawa, autres je pense, à exact. Ottawa. Ouais, on en a fait avant aussi à Blainville et aussi au CNDF là, à Québec. Donc, non, c'est un public, en fait, les pompiers, c'est assez important là, de comprendre la structure en bois parce que en fait, c'est votre sécurité. Là, c'est vous qui rentrez dans ces bâtiments-là quand il y a des incendies. Donc, c'est un public très important à former, puis on est là pour répondre aux questions. Ah, ben super, merci beaucoup, Simon. Christian, pour ta part, un autre ingénieur également, exactement? Oui, exact. Ingénieur civil, moi aussi, de structure de formation, également à l'Université Laval, dans lequel, après ça, je suis allé spécialiser ma maîtrise en sciences du bois et mon doctorat en sécurité incendie à Ottawa, à Carleton University. Wow. Donc, moi, je suis chercheur principal chez FP Innovation, qui est le centre de recherche canadien sur les produits du bois. En fait, foresterie, produits du bois, pâte et papier au niveau canadien.
principalement, nous, notre département système de construction, on travaille sur tout ce qui est la recherche, développement de méthodes de calcul, d'évaluation de produits, tout ce qui va être pour le bâtiment. Donc, tout ce que vous voyez, dans le fond, dans le Code national du bâtiment, au niveau sismique, structure, partie 3 avec certaines règles de la sécurité incendie, en collaboration avec d'autres partenaires, dont Secobois, Conseil canadien du bois et autres, bien, en fait, ça vient des résultats de nos recherches pour faire avancer les codes de construction et les normes de calcul aussi. Là, la norme de conception des structures, de calcul de résistance au feu et autres viennent de nos travaux pour continuer de faciliter et développer des nouveaux outils pour faciliter le design. Et là, tu as fait ton doctorat en sécurité incendie. En quoi tu as fait ton doctorat? Qu'est-ce que ça veut dire un doctorat en sécurité incendie? En fait, l'ingénierie de la sécurité incendie, ce n'est pas un domaine qui est commun et encore moins un domaine qui est connu comme profession au Québec. Si on vise le profil des compétences de protection incendie de l'Ordre des ingénieurs, c'est pas du tout la même chose. Là. OK. En gros, avec l'OIQ, protection incendie vise essentiellement du calcul de gicleurs, ce qui est quand même un peu plus vaste que ça. Le programme d'ingénierie de sécurité incendie, à l'époque, se donnait à Carleton et c'est là où on apprend, dans le fond, plus les bases. Donc, tout ce qui est dynamique incendie, comportement des matériaux, résistance au feu, modélisation. Donc, plus toutes les étapes de conception qu'on peut amener pour concevoir. Donc, gicleur est une petite portion de tous les cours, mais on aborde plus de plein de choses par rapport à ça. Donc, Carleton continue de donner ce genre de volet-là, mais il y a d'autres universités au Canada. Il n'y en a pas des tonnes, mais il y a quelques universités qui offrent ce type de programme-là. C'est vraiment intéressant. C'est quelque chose qu'on a très peu. J'imagine qu'il y a très peu de doctorats en sécurité incendie au Canada. Tu es un domaine très, très, très spécialisé. Là. Et quand tu le limites bois et feu, il y en a encore moins. Oui, c'est ça. Okay. Mais en fait, si je peux me permettre aussi, je suis également professeur à l'Université Laval. Okay. Donc, j'enseigne la sécurité incendie aussi au niveau baccalauréat et étudiants gradués. Pour les ingénieurs. En génie. Donc, okay. c'est ça. En génie du bois et génie civil. Donc, j'ai des étudiants des deux départements qui viennent à chaque année. Et j'ai des étudiants qui continuent à la maîtrise et au doctorat également par rapport à ça. Donc, tenter de continuer de former la relève. Bien, c'est génial, messieurs. On va avoir tellement de questions pour vous. Ça va être vraiment intéressant. Puis c'est pour ça que j'ai amené Maxime avec nous parce que structure de bâtiment, c'est quelque chose qui, pour moi, est quelque chose que je dois perfectionner, que je dois améliorer. C'est quelque chose que vraiment, je n'ai pas les connaissances de Maxime de ce côté-là. Donc, je vais être le traducteur des conceptions. Quand 3 gars spécialisés se jasent, il y en a tout le temps un quatrième qui fait écouter, je ne comprends rien de ce que vous dites. Fait que ça va être ça mon rôle aujourd'hui. Mais en fait, je commencerai par la première question à Simon. Parle-nous de ce qui a été fait au niveau du gouvernement avec la charte de l'utilisation du bois. En quoi ça vient influencer la construction? Oui, la politique d'intégration du bois dans la construction, c'est une initiative gouvernementale du gouvernement provincial. C'est dans le fond, tous les projets qui sont financés en tout ou en partie par le gouvernement doivent évaluer l'option bois en avant-projet. Donc, si on a, par exemple, je ne sais pas, une bibliothèque ou un centre sportif, les équipes de design doivent évaluer l'option bois, à savoir est-ce que c'est faisable selon le code, est-ce que ça peut rentrer dans les budgets et tout. Donc, il y a vraiment une volonté gouvernementale d'utiliser le bois de plus en plus dans les structures institutionnelles. Puis ça a deux objectifs principaux, en fait. Là. Le premier, c'est vraiment de réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Parce que le bois, en fait, c'est un matériau qui est issu d'une ressource qui est renouvelable. Donc, quand on vient utiliser le bois en substitution au béton et à l'acier, qui c'est des matériaux qui sont quand même assez forts émetteurs GS, on permet de diminuer l'impact carbone de ces bâtiments-là. Puis l'autre objectif de la politique d'intégration du bois, c'est vraiment un volet économique, là, parce que l'industrie du bois est quand même assez importante ici au Québec. Ça fait travailler des gens dans les régions partout. C'est une grosse ressource qu'on a. Exact. Puis, tu sais, on en a en masse de la forêt, là, donc c'est important de l'utiliser à son plein potentiel. Puis si on peut l'utiliser dans des bâtiments de plus grande envergure, là, c'est ce que le gouvernement veut faire. Là. OK. Oui, c'est ça, excuse-moi. Au niveau de la formation incendie qu'on a au Québec actuellement, on se concentre beaucoup sur l'origine des structures, on va dire les plus vieilles structures. Puis je vous dirais que il y a tellement de nouveautés sur le marché qui s'en vient. C'est un volet qu'on veut développer plus. Fait qu'on est super content que vous soyez là aujourd'hui.
D'ailleurs, c'est quoi les technologies qui sont associées à ça? C'est quoi les nouveautés technologiques par rapport au bois? Les nouveautés technologiques, je dirais, ben en fait, là, c'est qu'on voit depuis peut-être une vingtaine d'années là, qu'il y a vraiment une démocratisation du bois massif, là, les constructions en bois massif, là, c'est-à-dire le bois d'ingénierie. On parle de bois lamelé collé, bois lamelé croisé. Lamelé collé, là, on parle, c'est des éléments qui sont tous collés dans le même sens pour former des poutres, pour former des colonnes. Lamelé croisé, ben là, on est plus sur des plis, des 2x4 qui sont collés, croisés les uns aux autres pour former des panneaux qui forment des planchers, des murs. OK. Donc, c'est vraiment ces produits-là, en fait, qui permettent de construire plus avec des plus grandes portées, des plus grandes hauteurs aussi. Fait que ça, c'est ce qu'on a vu là, de nouveaux produits. Mais sinon, je dirais qu'il y a aussi une redécouverte là, du matériau bois. Là, comme je le disais avec l'ossature légère, là, c'est depuis 2015 là, qu'on peut construire des 5 et 6 étages en ossature légère avec des bois d'ingénierie comme du PSL, du LVL. Là. Je vous donne plein d'acronymes, là, mais en fait, c'est des produits qui sont composites de bois qui ont certaines utilisations dans ces types de bâtiments-là à ossature légère. Là. Donc, on redécouvre un peu là, le bois puis les structures, autant en ossature légère que bois massif. Ben, peut-être faire la distinction, Christian, pour essayer de nous expliquer, c'est quoi la différence entre une ossature légère ou quand on pense à du 2x3, 2x4 ou des fermes de toits préfabriqués avec des goussets là, qui viennent juste s'encastrer finalement. Ça, si on parle d'ossature légère, c'est ça? Exactement. Ça c'est le système d'ossature légère. C'est, comme Simon mentionnait, c'est vraiment le système qu'on utilise dans, exemple, notre construction résidentielle. Donc, les studs, les colombages espacés, on recouvre de gyps, les poutrelles de plancher, les formes de toit qui vont être triangulées, par exemple. Là, après ça, on a, essentiellement, ça, c'est ce qu'on appelle la construction combustible dans le code. OK. On a aussi la construction gros bois d'œuvre, qui est plus le type de construction historique, si on veut, avec les mill floors, ces affaires-là. À l'époque, on avait des poutres et des colonnes de bois. Maintenant, c'est plus en lamelé collé. Mais c'est un type de construction qu'on peut avoir dans des plus petits bâtiments, donc au sens du code, et là où c'est des bâtiments de maximum 45 minutes. Ça, dans le fond, on a des dimensions minimales à respecter qui sont dans le code et on n'a pas de check pour la résistance au feu ou autre. On n'a pas de calcul qui se fait de plus là, par rapport à ça. Donc, l'ingénieur fait le calcul structural, la neige, le vent, séisme, etc. Mais Puis c'est sans tout. considérer l'incendie. Exactement. Parce OK. que le code le permet et présume que ce type de charpente-là, avec des dimensions minimales, va offrir un niveau de performance anticipé. Préparez-vous, la semaine de mise à feu tactique 2025, ça va avoir lieu au printemps et à l'automne. Vous voulez vivre une expérience incroyable dans une mise à feu de bâtiment réel? Bien, inscrivez-vous. On commence les inscriptions déjà avec un prix spécial pour 2024. Vous pouvez venir comme participant pour un week-end, participant pour la semaine au complet ou comme observateur. Vous voulez venir voir l'alimentation en eau, venir voir le rôle SST, le PEC. Donc, vous pouvez venir simplement comme observateur à ce moment-là. Donc, écrivez-nous à info@flashformation.com. On a bien hâte de vous recevoir pour les semaines tactiques 2025. C'est fait. Excellent. On parle de quelle grosseur de bâtiment, juste pour nous donner une idée? En fait, la construction en gros bois d'œuvre est permise là où tu peux avoir une ossature légère, maximum 45 minutes, donc grosso modo 3 étages. OK. Un degré de résistance au feu de 45 minutes. Là, quand c'est ça qui est exigé dans le code, tu peux prendre la construction gros bois d'œuvre puis y aller sans faire de calcul, justement. Exactement. Donc, tu sais, il y a plein... Ce type de construction-là, comme vous savez sûrement, il y en a plein partout où, essentiellement, il y a des vieux ports. OK. Les vieux bâtiments industriels de l'époque. Ah, dans ce sens-là où on a du gros bois d'œuvre, mais Exact. ancestral. Exactement, Ok, les je vieilles comprends. constructions ancestrales. Oui, 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 OK. Il y a encore beaucoup de petits bâtiments qui se font, si je pourrais dire, en suivant ce type de construction-là, mais avec les produits modernes. Donc là, avec le lamelé collé et bois CLT, etc. Mais ça reste qu'il cadre dans ce type de construction-là du code, qui est essentiellement maximum 45 minutes, tout exposé, puis relativement petit en superficie. OK, parce que la superficie, peut-être, Maxime, juste moi, ce qui me surprend, c'est des fois de voir des bâtiments en ossature légère qui sont en train de se faire bâtir de 3 étages.
maximum, mais que le bâtiment il est extrêmement grand. On a une superficie habitable incroyable. Fait que dans le cas, dans la construction pour un contracteur, c'est quand même permis ça de ce côté-là. On peut faire du multi-logement, du 20-25 logements, mais sur 3 étages. Ben, écoute, oui, parce que je pense que c'est une question de portée. Puis au niveau, tu sais, vous allez pouvoir rajouter si jamais je m'en vais dans le champ gauche. Mais juste pour faire une image, au niveau du bois d'œuvre, là, tu sais, le fameux GBO, comme on l'appelle, ça, c'est des vieilles structures. On parle d'un arbre qui a été scié ou d'une grosse pièce de bois massive dans un seul arbre. Donc, tes fibres de bois vont toutes être dans le même sens. Versus la nouvelle technologie avec le CLT, où ce que là, c'est vraiment la mêlée-collée, on a des fibres de bois dans plusieurs sens avec de la colle. Fait qu'on peut avoir des portées plus grandes sur des dimensions plus petites de bois, qui fait qu'ils sont encore plus rigides, plus... En fait, c'est qu'ils peuvent prendre plus de charge, puis ça peut même, c'est pas juste au niveau des poutres, là, c'est vraiment les colonnes aussi. Ils ont intégré en tout cas une technologie avec plusieurs assemblages. Moi, j'aime ça revenir sur le fameux PSL, LVL. Tous ces termes-là, je vais juste donner un exemple concret. Quand on parle d'une structure légère, on a un bâtiment de 6 étages. Bon, ben, une structure plateforme, tu vas avoir ta lisse au niveau du sol, une sablière d'aube en haut. Ben, la lisse qui va être utilisée, vu que tu as 6 étages, ton coefficient en fait, de rétrécissement du bois est quand même sur 6 étages, là, ça paraît, là, rendu jusqu'en bas. Je veux dire, si tu mets un parement de briques flush à tes fenêtres, à un moment donné, on va dire, tout ton caulking, tu vas voir qu'il va travailler. Donc, ils vont utiliser en fait, c'est un nouveau produit que c'est la lisse, dans le fond, ça va être de la fibre de bois qui ne sera pas compressable. C'est qu'il n'y aura pas le coefficient de compression. Le rétrécissement avec le temps quand ça va sécher. Exact. OK. Avec tout ce qu'on parlait, là, les bois de charpente composite qu'on appelle, là, c'est ça qu'on va utiliser là pour vraiment optimiser le mouvement du bâtiment. OK. Ben, optimiser, le limiter. Et là, quand on parle, on peut quand même parler de gros bois d'œuvre maintenant, mais avec les nouvelles technologies, je dis vos nouvelles, mais les nouvelles technologies qui sont utilisées. De quoi on parle exactement? Là, on a parlé des LVL, CFL, expliquez-nous un petit peu là, pour les auditeurs. Là. Si je peux continuer, dans le fond, sur la même... On commençait tantôt, on parlait, là, qu'est-ce qui est construction combustible? C'est essentiellement l'ossature légère. Après ça, on a la construction gros bois d'œuvre, qui est celle qu'on connaît aussi. Là, il n'y a rien de nouveau nécessairement. Là, on est rendu avec ce qu'on appelle la construction massive encapsulée. Présentement, dans le Code national du bâtiment et avec le guide de conception de la régie, on peut faire jusqu'à 12 étages avec ce type de construction-là. Ça l'incorpore justement les bois d'ingénierie modernes, donc le CLT, le bois lamelé-collé, les bois de charpente composite, donc des éléments massifs dans lesquels l'ensemble, je ne dis pas la majorité, mais l'ensemble des surfaces vont être aussi protégées par du gypse. OK. Là, juste faire la distinction, parce que visuellement, tu pourrais mélanger construction gros bois d'œuvre puis construction massive en bois, parce que c'est les mêmes produits qui vont se retrouver. Par contre, construction gros bois d'œuvre, c'est important de le rementionner, c'est un building dans le sens où il n'y a pas vraiment de vérification additionnelle sur la performance incendie parce que tout est comme canné dans le code. Puis on l'a comme confiné à des applications de 45 minutes. Quand on tombe dans la construction massive en bois, c'est 100% ingénierie. Tout est calculé, les éléments sont calculés, la résistance est calculée. Donc, on n'est plus dans le même type de performance. On ne demande pas le même niveau de performance parce qu'il y en a un qui est comme pas vraiment calculé, l'autre, il l'est. Parce qu'on ne peut pas calculer la performance de cet arbre-là. Tu sais, quand on pense au gros bois d'œuvre d'anciennement, je veux dire, on se fiait, on espérait que l'arbre n'ait pas de faiblesse finalement quand on le construisait. Là. C'est un peu ça la problématique. Mais oui, on peut le calculer, en fait. C'est ça qui est intéressant. Oui. Ouais. Okay. Parce que dans le fond, on sait que, quand on a une pièce de bois, on sait que ça va carboniser à peu près 1,5 pouces à l'heure. Donc, on est capable de prédire après 1 heure ou après 2 heures, dépendamment c'est quoi qu'on a comme exigence de sécurité incendie, c'est quoi la section résiduelle qui va rester de la poutre ou de la colonne ou de l'élément. Okay. On est capable de s'assurer que cette section résiduelle-là résiste encore aux charges, même en conditions d'incendie. Fait que c'est pour ça que Christian dit le bois massif encapsulé, c'est vraiment calculé par des ingénieurs pour s'assurer justement que la structure tienne même en conditions d'incendie. Même si finalement la structure se fait
dégradé par l'incendie. On veut avoir finalement assez de bois qui va rester pour supporter les charges. Essentiellement, c'est donner assez de viande OK. Ouais. pour que ce qui reste continue de performer. OK, je comprends. Ouais. Super. Puis juste, tu sais, on aussi différencier entre les types de construction. On parlait de construction gros bois d'œuvre. Il y a des dimensions minimales à respecter. On ne peut pas utiliser n'importe quoi. Juste un exemple, une poutre dans la construction gros bois d'œuvre, ça serait 175 par 190 mm. Désolé pour ceux qui le convertissent en impérial. Là. Ouais. Puis quand on tombe dans la construction en gros bois d'œuvre, c'est 192 par 192. Donc déjà, ton élément est plus gros. Et en plus, tu rajoutes le gypse. OK. Donc, tu sais, on tombe pas. Tu donnes plus de viande, puis en plus, tu le protèges. Donc, c'est ça qui va faire en sorte qu'on peut bâtir du plus Qu'on se gros. rentre dans, OK. dans le 2 heures, par exemple, et même plus. On a fait plusieurs tests, on s'est rendu à 3h30 de résistance au feu et même plus. Donc, c'est juste, il faut que tu conçois en conséquence, selon les charges, les portées, tu vas dimensionner ton élément et rajouter au besoin plus de bois pour permettre la réduction. Pour avoir vu quelques projets déjà faits, souvent, j'ai déjà vu le CLT apparaître. On va dire qu'il n'est pas gypsé. C'est de quoi qui est quand même commun. Dans le fond, il y a beaucoup de gens dans le domaine incendie qui me posent des questions. Ils disent « Hey, j'ai l'impression que le CLT, avec toute la colle qu'il y a dedans, ça va venir alimenter notre incendie beaucoup plus que si c'était genre un gros bois d'œuvre traditionnel. » Est-ce que c'est le cas? Pas vraiment. Et en effet, là, on parlait d'encapsuler, là, mais c'est aussi là où ça s'en va. On veut plus de face Bois exposée apparent, pour aller chercher l'aspect esthétique, biophilie, etc. Par rapport aux cols, les cols, il faut aussi comprendre que les cols qui sont utilisés dans ces bois-là ont une panoplie de tests d'accréditation à faire pour démontrer la performance au feu. Donc, selon le type de produit, les tests sont différents. Par exemple, le CLT notamment, il y a des tests spécifiques de résistance au feu puis un test de compartiment où, justement, on l'expose à un feu et il faut vérifier que le plan de colle tienne le coup. On ne veut évidemment pas que le plan de colle ramollisse. Donc, les colles sont faites pour ça. Le laminé collé a essentiellement les mêmes choses. Il y a même des tests de résistance de poutre pour s'assurer que la poutre va tenir le coup en situation incendie. Donc, la performance de la colle, c'est déjà bien encadré. Depuis quand même très longtemps également. Par rapport à l'alimentation, il n'y a pas... Si on fait le comparatif, la quantité de colle versus la quantité de fibres, le ratio est tellement faible que la colle n'apporte pas vraiment beaucoup en termes de combustion ou d'alimentation sur le produit. Aussi, exemple le CLT, les épaisseurs des lamelles sont habituellement d'environ 35 mm, 1 pouce 3/8. Donc, avant de se rendre là, ça prend environ 1 heure. Fait qu'il faut que ton feu soit pleinement développé pendant au moins 1 heure si tu veux commencer à approcher le plan de colle et possiblement, s'il y avait un effet, mais ce qui n'est pas le cas, mais s'il y avait un effet, c'est là qu'on pourrait peut-être voir quelque chose. Mais sinon, le plan de colle n'est pas en surface. Donc, comme il est de toute façon déjà loin, il faut passer à travers le bois de toute façon avant d'arriver dans les plans de colle. Mais est-ce que ça, c'est vrai aussi pour, quand on parle de presswood, si on pense d'une poutrelle en I, où ce que j'ai comme exemple une maison résidentielle avec 2 par 3 de chaque côté, puis dans le milieu, c'est tenu avec un presswood pour faire ma poutrelle. Est-ce que ça aussi, ces cols-là sont résistantes au feu ou est-ce qu'ils alimentent l'incendie ou ça n'a pas d'incidence? Ben, je pense que c'est une question de dimension aussi, là, parce que ton panneau USB là, qui fait ton arme de poutrelle, là, il est très mince. Là. Oui. Fait que c'est sûr que là, il n'y a pas de dimension, il n'y a pas assez de viande pour carboniser en surface. Mais Donc, j'aurais l'impression que, puis c'est peut-être moi qui a une mauvaise conception de ça, mais si je prends un plywood versus un presswood, j'ai l'impression que le presswood va brûler plus vite. C'est vrai ou... Pas vraiment. Non? OK. Non, pas vraiment. Ben, tu sais, écoute, plus vite, moins vite, on parle à épaisseur égale, on a peut-être quelques secondes à 1 minute de différence. Fait que, OK. est-ce que c'est significatif? Pas sûr. Mais les deux vont performer sensiblement similaires. Donc, ils ne vont pas se dégrader au niveau de la capacité de charge. Un ne va pas se dégrader plus vite que l'autre. Non, exactement. OK. Puis, tu sais, pour ce type de système-là, reste qu'on tombe dans un système ossature. Donc, comme pour les murs à colombage ou autre, il faut une protection. OK. Si tu veux offrir
Une poutrelle en I, c'est de l'ordre de 5-6 minutes, la résistance au feu. Donc, c'est sûr que si tu vas aller chercher 45 minutes, 1 heure, tu ne peux pas les laisser exposer. Faut protéger d'une manière quelconque. Parce qu'il faut comprendre le danger pour les pompiers, finalement. Même si on a des casernes qui sont très performantes, ben, le temps de réponse, je vais rentrer à l'intérieur du bâtiment, c'est pas mal ça, souvent, en 5-6 minutes que le minimum là, que le feu va avoir commencé. Donc, évidemment, le temps d'appel, le temps de détection, ça fait combien de temps que la poutrelle se fait chauffer? C'est là où il y a un danger pour nous autres. Fait que c'est là que c'est intéressant à voir. Fait que si c'est pas gypsé, j'arrive au sous-sol, ben, ma résistance de ma structure, finalement, devient affectée à ce moment-là assez rapidement. Ouais. Puis, il faut quand même faire la distinction aussi parce qu'on ne construit pas des 6 étages comme on construit des maisons unifamiliales. Là. Okay. Quand on arrive là, dans des 6 étages, là, justement, ben, les vides de construction dans les planchers entre les poutrelles doivent être remplis d'isolant incombustible ou être giclés. Il y a plusieurs considérations à avoir. Là, donc, c'est sûr que quand tu es dans un 5-6 étages, là, c'est très, très différent de la maison unifamiliale. Là. Puis pour faire une parenthèse, la maison est familiale avec les poutrelles, on est tous habitués de voir les sous-sols qui sont non finis. Mm-hmm. Ça, si je peux apporter une petite nouveauté au niveau de la réglementation, il y a des modifications qu'ils ont eues dans le nouveau code de construction 2015, c'est qu'il oblige les entrepreneurs, lorsqu'ils livrent une maison neuve, ils sont obligés de mettre une protection coupe-feu. Souvent, on va livrer la maison, sous-sol non fini, le propriétaire va s'organiser avec ça. Oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, ils ont l'obligation de mettre un minimum un gypsum demi. OK. Donc, on devrait plus retrouver des bâtiments... On devrait plus retrouver des bâtiments 2015 et après où les poutres sont encore apparentes. On devrait plus, mais au Québec, on le sait qu'on a un problème avec les inspections après la conformité des travaux. Okay. Ça, c'est la beauté de la réglementation. En fait, le Code de construction du Québec a fait cette modification-là, en effet, demandant d'avoir une performance, je pense, 20 minutes. Donc, un gypsum demi offre le 20 minutes requis. Par contre, le Code de construction du Québec ne s'applique pas sur l'unifamilial. Fait que c'est aux municipalités à enforcer cette réglementation-là. La municipalité, elle, peut choisir de le mettre en place. Oui. En fait, les municipalités ont le droit de faire sensiblement aller au-delà de ce que le code veut. Parce que la loi du bâtiment ne s'applique pas sur le maximum 8 logis, puis unifamilial. OK. Donc, c'est ça. Là, c'est là où service incendie, municipalité, c'est à vous d'arriver avec la réglementation propre à chacun. Parce que ça, c'est pas nouveau. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a des municipalités dans les arrondissements de Montréal qui l'ont demandé il y a vraiment longtemps. Donc, c'est pas un sujet nouveau. OK. C'est maintenant l'heure de la minute Hellenbach. Bonjour, aujourd'hui je vous parle des produits Hellenbach. Les produits Hellenbach, c'est des produits de cosmétiques haut de gamme qu'on a développés pour être capable d'avoir une décontamination maximale lorsqu'on prend la douche. Autrement dit, c'est qu'on veut maximiser la douche qu'on prend. On fait ça comment? On a pris des bons produits de qualité, on leur a ajouté le charbon actif. Le charbon actif, il fait quoi, lui? Il vient capter les contaminants un peu comme une éponge, puis il facilite après ça le fait de s'en débarrasser dans le fond de la douche. Et il vient en 3 produits. On a le soin nettoyant, on a le soin exfoliant et, pour terminer, la crème hydratante. On a du charbon actif dans 2 de nos 3 produits. Crème hydratante hyper importante pour pas être irrité après nos interventions ou l'utilisation. C'est des savons hyper doux, c'est des produits doux. On peut l'utiliser tous les jours, la famille peut l'utiliser, puis à chaque fois qu'on l'utilise, ça vient aider la Fondation Hellenbach. Je vous invite à les essayer, à les utiliser. Pour faire une image du comportement incendie, quand que ton incendie est dans tes cellules de poutrelle, c'est que dans le fond, une poutrelle en I, c'est la première étape qui va être attaquée, c'est ton âme. Ça veut dire que la partie qui est entre les 2 par 3, elle va carboniser. Puis si tu n'es pas protégé par un gyp en dessous, ça veut dire que tu vas être attaqué des 2 côtés. Fait que tu vas avoir 2 faces, on a parlé que c'est un pouce et demi à l'heure. C'est pour ça qu'on dit que les poutrelles en I, c'est très rapide. Ils vont s'effondrer très rapidement, c'est à cause de l'âme qui va céder. OK. Puis je sais qu'il y a des produits, je pense dans l'Ouest canadien, qui commencent à sortir une nouveauté. Ça, je m'y connais moins. Ça va peut-être plus à vous de rajouter, de renchérir là-dessus. Aux États-Unis aussi, il y en a même qui vont mettre une peinture intumescente, qui en fait, c'est une peinture qui va protéger le bois, qui au contact de la chaleur va venir gonfler pour protéger l'élément. Ça, je ne pense pas avoir vu ça ici au Québec, mais ce qui s'en vient, selon moi, c'est des panneaux qui sont intégrés dans ta poutrelle en I,
espacé de je sais pas combien de pieds, mais c'est un petit panneau comme de Fire Shield, là, OK. que lui, il brûlera pas, puis ça va conserver l'intégralité de ta poutrelle en I. Pour permettre à éviter finalement les effondrements de structure à ce moment-là. Ben, c'est ça. Ou retarder, en tout cas. Tu sais, ces produits-là, dans le fond, ça, il y a les fournisseurs, les fabricants de poutrelles, les ont développés pour les exigences du marché américain. Au marché américain, ils ont sensiblement une exigence similaire de démontrer la performance en un 2 par 10. OK. Par calcul. Puis par calcul, un 2 par 10, selon les méthodes américaines, serait 15 minutes et demie. Fait que la performance que les poutrelles que tu mentionnais, c'est targeté. Il faut qu'ils fassent un benchmark à 15,5 minutes quand ils font les tests. Le but, ce produit-là, là, sans dire les noms commerciaux, là, mais le produit que tu mentionnais, justement, ça revient au principe qu'on disait tout à l'heure, c'est juste, il faut que tu donnes assez de viande pour durer ton 15,5 minutes. Fait que, ultimement, eux, ce qu'ils ont fait, c'est un produit traité ignifuge, en effet, donc il va brûler un peu moins vite. Brûler pareil, mais il va brûler un peu moins vite. Puis en mettant 2 de chaque barre, ça veut dire que tu te ramasses avec 3, sensiblement, d'épaisseur. Donc, tu vas le chercher. Tu vas gagner du temps. OK. Là, sûrement pas mal, tous les fabricants de poutrelles en I ont trouvé une solution approuvée pour le US. Fait que, ultimement, est-ce que ça sera une solution qui va être implantée ici? Peut-être. Mais quand tu regardes l'analyse économique de ça, il faut voir si ça fait du sens. Là. C'est quand même rajouter une transformation sur une poutrelle. Là. Quand peut-être là, le gyps, puis il y a peut-être même des plafonds suspendus là, qui pourraient faire un travail similaire. D'offrir le 20 minutes. Là. Donc, c'est une solution qui existe, mais est-ce que ça va être celle qui va être retenue? Là? Il faudrait faire l'analyse économique de voir si ça fait du sens là, aussi. Là. Et là, ça, c'est pour. On parle plus du résidentiel, plus faible étage. Là, parlons de. Quand on bâtit du multi-étage. Là. En ce moment, au Québec, qu'est-ce qu'il y a comme projet qui a été bâti de plusieurs étages en bois? On parle de combien d'étages? Bien, les 2 plus hauts bâtiments en bois au Québec, là, le premier, c'est Origine, là, qui a été construit en 2018, si je me souviens bien, ouais. C'est un bâtiment de 13 étages en bois lamelé croisé qui est situé à Québec, là, dans l'écoquartier Pointe-aux-Lièvres. C'est un podium en béton avec 12 étages en bois par-dessus. Donc, puis les 12 étages là, sont 100% en bois. Là. Même les cages d'issue là, sont en CLT aussi pour reprendre les charges latérales. OK, fait que quand on parle, c'est vraiment une structure 100% de bois. massif. Ah, Ouais. OK. Celui-là, oui. OK. Ouais, Oui, parce qu'on en voit plusieurs. Ben, au Québec, là, on est pas mal dans 100% bois massif, là, mais ailleurs, là, on voit des fois des bâtiments qui sont plus hybrides, là, que la cage d'issue est en matériaux incombustibles, là, soit en acier ou en béton. Mais Origine, là, c'est 100% en bois. Puis ça a été vraiment un pionnier là, même au niveau mondial, là, parce que pendant quelques mois, ça a été un des plus hauts bâtiments en bois dans le monde, ou le plus haut dans le monde, 100% en bois. Donc, ça a vraiment été un pionnier. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites, là, d'ailleurs, chez FP Innovation, autant en sécurité incendie, en résistance mécanique. Là, donc, puis même à ce jour, je crois qu'il est encore monitoré. On avait fait un feu de démonstration également à l'époque avec les services incendies de Montréal et Québec, d'ailleurs, qui étaient sur place lors du feu pour aller voir ce qui se passe. OK. Comment est-ce que c'est une des bonnes questions. Comment est-ce que vous bâtissez 12, 13 étages juste avec du bois? Est-ce que c'est le même concept? Tu sais, quand moi, on pense d'un BGH, bâtiment de grande hauteur, j'ai tout le temps l'impression que c'est une colonne centrale avec finalement des planchers qui sont... On parle du même principe ou là, c'est plus carré? Comment est-ce qu'on... Ben, Origine est un peu particulier, là, puis c'est un peu un one of a kind, là, un one-hit wonder, parce que c'est le seul qui s'est construit selon ce système structural-là. Parce que les murs extérieurs aussi étaient en CLT. OK. Puis là, c'était comme un balloon frame, là, donc on avait un mur qui allait sur 2 étages avec une lambourde, puis on venait déposer le plancher puis il portait sur l'autre côté avec juste un étage, puis il montait décalé comme ça, là. OK. Donc là, c'était vraiment... Les murs extérieurs étaient en CLT aussi. Mais là, ce que ça fait, les panneaux de CLT, il faut comprendre, c'est des panneaux massifs là, qui font 60 pieds de long par 8 pieds de large. Puis là, quand tu viens faire des ouvertures pour les fenêtres, ben, tu as de la perte de matière, évidemment. Donc là, le système structural qu'on utilise de nos jours, il est moins comme ça. Il est plus comme le bâtiment Arbora qui est situé à Montréal. Arbora, c'est le 2e plus gros bâtiment en bois au Québec. Là. C'est 3 tours de 9 étages. Qui font 55 000 mètres carrés. C'est 530 quelques unités d'habitation. Là. C'est dans le quartier Griffintown à Montréal.
Lui, c'est vraiment... c'est le deuxième, en fait, qui a été construit là, de plus de 6 étages là, dans le multirésidentiel au Québec. Puis là, c'est vraiment une structure poteau-poutre avec des dalles en CLT. Là, les planchers sont faits en CLT, mais c'est vraiment du bois lamelé collé qui font les colonnes et les poutres là, qui montent le système. Donc, poteau et poutre en bois et le plancher aussi en bois. Ouais. Puis dans ce cas-là, aussi dans Arbora, on avait les cages d'issue là, qui étaient aussi en CLT, là, un peu à la manière d'origine. Ouais. C'est intéressant. Mais aussi, la différence entre les deux, Origine avait été un des premiers, comme Simon mentionnait, il n'y a aucun bois apparent. Donc là, on a comme commencé baby step. Fait que le premier, on a monté une structure en bois complètement protégée pour justement aller rechercher, si on veut, les principes de la construction incombustible. Après ça, avec Arbora, on a commencé à enlever des couches. Là, il y a un petit peu de bois exposé dans Arbora. Et c'est vers là, après ça aussi, là, qu'on s'en va avec les nouveaux codes, ce qui va s'en venir en 2025. On va avoir jusqu'à 9 étages. 9 étages 100% exposés. Toujours des bâtiments de 2 heures, par contre. Donc, 9 étages exposés jusqu'à 12 partiellement exposés, comme on le connaît maintenant. Donc, de l'ordre de, j'ai un chiffre là, rond, là, 35% d'exposition dans les suites environ. Et après ça, jusqu'à 18, ça va être 100% protégé comme Origine. OK. Donc là, évidemment, il y a plein d'autres choses qui viennent avec ça. Hein, mais grosso modo, là, c'est là que ça s'en va. Ça, il y a eu un projet qui a été piloté conjointement la RBQ et le BC l'année dernière pour faire des changements. Le BC ont déjà implanté ces changements-là. Ça s'en va dans le Code national 2025. Non, 2030. Ouais. Et l'Ontario l'a adopté. Québec, considérant que Québec a été celui qui a piloté le projet, on pourrait s'attendre que Québec, ça s'en vienne aussi ultimement sous peu. Et quand on parle d'exposer, c'est qu'on a vraiment le bois de structure qui va être visible à ce moment-là et ultimement, advenant un incendie, le bois de structure qui serait affecté par l'incendie. Oui, bien là, c'est avec, comme on disait tout à l'heure, avec la carbonisation, on calcule qu'on a 2 heures de résistance au feu, puis on s'assure que ce qui reste, en fait, est capable de supporter les charges, même après 2 heures d'incendie. Là. OK. Dans les tests de démonstration qu'on a fait avec le CNRC et d'autres partenaires en 2022, il y avait eu un feu de démonstration que vous avez entendu parler, qui était simuler une aire ouverte de bureau. Tout avec beaucoup plus de bois exposé que ce qu'on permet présentement pour justement s'en aller vers où je mentionnais. Et à la fin du test, nous, on a découpé des pièces, on les a ramenées à notre laboratoire pour continuer de faire plus de recherches, investiguer un peu l'impact, puis, etc. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il faut comprendre la différence entre le test de résistance au feu qu'on fait et un vrai test. Un vrai feu. Comme vous savez, le feu, il ne durera pas 3-4 heures à plein régime. Ultimement, il va finir par... Le combustible à l'intérieur du compartiment va finir par... Exact. C'est sûr qu'une construction bois pourrait continuer d'alimenter jusqu'à une certaine limite, et c'est ça qu'on essayait de démontrer. Quand on calcule le building pour 2 heures, juste faire un exemple, là, le building, quand on a fait le test de démo, les dalles étaient de 215 mm d'épais. Donc, c'est quand même massif. Par calcul, j'aurais calculé que ma dalle ferait 130 mm après 2 heures. Donc, en fonction ce que les ingénieurs feraient, là, ma dalle passerait de 215 à 130. En réalité, dans ce vrai test-là, la dalle était aux alentours de 190. Donc, j'ai en plus, comme entre ce qu'on teste et ce qui est réel, il y a quand même une marge par rapport à tout ça. Donc, j'ai comme un 60 mm de buffer entre ce qu'on calcule versus qu'est-ce qui va arriver après un test d'1 heure. Puis pour nous donner juste une idée, 215 mm, j'ai regardé là, c'est 8 pouces et demi environ. Ouais. Fait que ça nous donne un 8 pouces et demi d'épaisseur de plancher qui est fait seulement en bois, collé en différentes perpendiculaires pour y donner une structure finalement. Exact. C'est un 5 plis. C'est un 7. Un 7 plis. Ouais, 215, c'est un 7 plis. Ouais. Fait qu'un feu là-dedans, exposé à une seule face, on parlait un pouce et demi à l'heure. Je veux dire, c'est quand même des bâtiments que, au niveau des tactiques de combat,
les pompiers, on va pouvoir occuper quand même longtemps. OK. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'effondrera jamais. Il y a quand même peu de chances qu'il s'effondre. Là. Il a quand même été bien conçu, mais ça m'amènerait à poser une question au niveau de la carbonisation. Exemple, on a une cage d'escalier qui a été, peu importe la raison, là, un feu accidentel, le feu est éteint. Il arrive quoi avec ce bâtiment-là? Comment qu'on va faire pour le reconstruire? Est-ce qu'on, c'est quand même des murs portants? Il y a... en fait, je dirais pas qu'il y a plein de méthodes. Il y a des méthodes. Nous, justement, avec les feux de démo, on en a profité pour ramener des éléments endommagés puis essayer de les retaper en bon français. Donc, comment est-ce qu'on peut les ramener à leur capacité initiale? Donc, il y a des méthodes qui existent. Par calcul, on en a validé par essai. Par plancher ou mur, dans le fond, essentiellement, ça va être de regratter, évidemment, tout ce qui a brûlé, enlever toute la couche de carbonisation, fort possiblement de sabler aussi, donc un peu plus loin que la couche. Donc, on veut en enlever un peu parce qu'il y a quand même une certaine épaisseur où ce que les fibres, même s'ils n'ont pas brûlé, ils vont avoir été endommagés par la chaleur. Donc, on veut l'enlever elle aussi. Et après ça, on peut refaire un collage. Probablement que si on colle avec des produits de bois composite, par exemple, où ce que là, on pourrait avoir un grand panneau, c'est plus facile de recoller, on ne retrouvera plus le look architectural. Donc, ultimement, possiblement que si on retape le bâtiment, il va falloir mettre du gyps après. Parce que le look d'origine, c'est une question vraiment bête, mais le look d'un panneau comme ça, c'est beau, ça fait, c'est quelque chose qui est intéressant. Ça n'a pas l'air d'un presswood, finalement. Ben, en fait, c'est ça. Tu pourrais... Tout est une question de coût. Okay. Si tu veux recoller des 2x4, un à côté de l'autre, puis refaire le look initial, c'est faisable. Okay. Mais c'est peut-être pas la solution la plus économique. Je comprends. Okay. Ouais. La complexité est au niveau de ta carbonisation, elle ne sera jamais égale. Tu sais, tes gaz chauds au plafond, la partie haute, il va y avoir plus de carbonisation que dans la partie plus basse. Donc, moi, comme entrepreneur, je ne suis pas un genre de projet que je prendrais parce que je mettrais beaucoup d'heures là-dedans. Okay. C'est sûr que ça amène un niveau de complexité. Un bâtiment métallique tordu n'est pas nécessairement plus facile, mais c'est ça. Chaque matériau a avantages et faiblesses. Okay. Donc, c'est ça. Si on reste dans le sujet du CLT, les vides structuraux, au niveau de... En fait, vu que c'est tous des éléments massifs, moi, je considère qu'un bâtiment CLT n'a pas de vides structuraux. Le seul compartiment, ça va être les compartiments intérieurs. Surtout sur un bois qui va être visible, mais quand il va être quand il va être gypsé, est-ce que il va quand même avoir des vides à l'intérieur? Est-ce que le feu va pouvoir se propager à l'intérieur de la structure de façon libre? Ben ouais, Christian, t'es peut-être mieux, mais en fait, c'est que dans les constructions en bois massif encapsulé, les vides de construction sont vraiment adressés puis sont contrôlés. Ils sont souvent remplis d'isolants incombustibles ou quand ils ne sont pas remplis d'isolants incombustibles, ils doivent être giclés. Donc, théoriquement, il ne devrait pas avoir de propagation qui arrive via les vides de construction dans ce type de bâtiment-là. Ben, exactement. Puis, donc, dans les projets, si on veut faire un 12 étages en bois massif, les vides de construction doivent avoir une couche de gypse. Donc, tu n'aurais pas de face de bois exposée. Il y a aussi tout l'aspect, dans le fond, de propagation de la flamme. Le bois massif va avoir un indice de propagation de la flamme plus de l'ordre de 30-35. Donc, on est juste sur la limite du 25 qui est comme le Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Excuse-moi, tu as parlé c'est quoi cet indice-là? C'est une valeur qu'on utilise pour essayer de classifier l'inflammabilité des matériaux. Donc, plus il est élevé, plus la flamme pourrait se propager facilement en surface. Plus il est faible, plus ça va être difficile de la propager. Okay. Dans le code, on a, si on veut, 0,25 qui est comme le incombustible ou très peu inflammable. Après ça, tu as 25, 75, 75, 150. Fait que tu as comme des classes, des ranges d'indices. Le bois, habituellement, se trouve de l'ordre de 75 à 125. OK. Bois tout seul, genre comme une table. 19-25 mm d'épais. Là, quand on tombe dans un élément massif, on refait le même test.
on tombe avec un indice très faible, de l'ordre de 30, 35. J'ai déjà vu un test à 25. Puis pas de traitement ignifuge, rien. Là. C'est essentiellement le principe de la bûche versus le bois d'allumage, mettons. OK. Donc, plus grosse masse thermique à enflammer, à chauffer et ultimement enflammer. Donc, la propagation dans un vide technique de construction massive serait moins critique. Je ne dis pas qu'il ne l'est pas, mais il serait moins critique que dans une construction où ça serait, par exemple, de l'ossature légère, toute l'OSB exposée, par exemple. Donc, c'est différent. Mais reste que, de toute façon, on demande de les protéger avec une couche de gyps. Et est-ce que la réglementation au niveau des gicleurs change ou ça demeure la même, peu importe le type de construction? Évidemment, si sont 2 étages, c'est sûr, j'imagine que ça va être giclé, parce que ne serait-ce que par la hauteur. Mais quand on parle du plus faible, le plus petit, quand on parle de 6 étages en bois avec des ossatures légères, est-ce que c'est giclé à ce moment-là? Oui, ben il y a un gap entre le 4 et le 5-6. Là. Le 4 étages, là, on tombe dans un avec NFPA 13, c'est 13 R. Ouais. Ça, dans le 4 étages et moins, mettons, tout ce qui est vide de construction, on n'a pas besoin de les gicler. OK. Parce que c'est ça la réglementation. Mais quand tu arrives dans le 5-6 étages, ben là, les vides de construction sont soit remplis d'isolants incombustibles ou sont giclés. Fait que là, ça, c'est adressé à ce moment-là. Puis évidemment, quand tu montes en hauteur, après ça, c'est tout giclé, ces bâtiments. Exact. Dans NFPA 13, dans le fond, pour la construction bois, c'est 5 étages et plus. OK. Tout ce qui est incombustible, c'est 7 étages et plus. Donc, pour le bois, il y a comme le 5 et 6 qui est comme la transition. OK. Mais ça, NFPA 13, c'est essentiellement, tu mets des gicleurs partout. OK. Donc, Tous les vides, si tous c'est les- combustible, il OK. faut protéger partout tous les petits vides qu'il pourrait y avoir. Si tu n'as pas rempli ça d'isolant incombustible, il est supposé avoir une tête de gicleur. Est-ce qu'on rajoute du retardant ou du traitement permettant de rendre le bois ignifuge dans les structures? Ouais, on peut pas rendre le bois ignifuge, même si on rajoute ça va toujours rester combustible. Là. Mais au Québec, en fait, on utilise très peu ou pas de trucs comme ça, là, d'intumescents, parce que, comme on disait, le bois, par sa carbonisation, est suffisant. On n'a pas nécessairement besoin de rajouter des systèmes chimiques là, par-dessus pour s'assurer de la sécurité incendie. Ben, tu sais, l'utilisation de produits traités ignifuges a je dirais, certains assouplissements dans la réglementation. Donc, ces traitements-là sont habituellement visés pour réduire l'indice de propagation de la flamme, ce qu'on parlait tout à l'heure, mais ça n'amène pas de la résistance au feu. Donc, structurellement parlant, ça n'amène pas d'effet bénéfique nécessairement. À mon avis personnel, les produits ont leur place pour combler là où il y a les assouplissements, mais je pense que d'un point de vue design, stratégiquement parlant, une bonne protection passive est de loin la meilleure stratégie. Protection passive étant gypsé, exemple. Compartimentation, gypsé, résistance au feu, toutes protéger les pénétrations techniques, tout ça. C'est bien. Personnellement, je suis habitué de voir des bâtiments 4 étages giclés. Est-ce que c'est une réglementation qui est municipale ou c'est juste, mettons, le promoteur qui a voulu rendre son bâtiment plus sécuritaire? Parce que vous avez parlé que c'est à 5 que ça changeait selon le code. Oui. Ben, en fait, à 4 étages, là, je ne suis pas familier avec les règles de 4 giclage, étages pour mais le bois, tu es obligé de t'es obligé gicler. d'être giclé, OK, c'est ça. super, parfait. Mais comme Simon mentionnait, tu tombes dans NFPA 13R, qui est une version allégée propre au résidentiel, de là le R. Donc là, il n'y a pas des gicleurs partout. Exemple, les entretoits ne sont pas protégés dans ce type de bâtiment-là. À 5 étages, ils le seraient. OK. Ah, Donc, c'est bon. Fait que, à 3 étages, il n'y a rien. 4 étages, tu as R. Puis à 5-6, tu as partout. Fait que, il y a comme un changement. Et là, la question que je me demande, c'est le gicleur qui nous aide évidemment pour combattre l'incendie. On peut penser aux dégâts d'eau avec des gicleurs qui démarrent de façon accidentelle ou le classique, quelqu'un qui accroche son cintre dans la chambre d'hôtel sur la tête de gicleur, fait vécu. Dites-moi, comment est-ce que la structure à ce moment-là va résister face à une inondation ou entre guillemets ou un dégât d'eau comme ça? Le bois, à un moment donné, c'est une matière naturelle ça va gonfler. Comment la structure va
Ouais, c'est ça. Ben, l'eau, c'est pas mal le pire ennemi du bois, là. OK. Mais, tu sais, dans le cas d'une tête de gicleur, mettons, qui pète, puis on a, tu sais, momentanément un peu d'eau qui va sur le bois, il faudrait que ça soit vraiment prolongé là, pour qu'il y ait des effets, là, pour qu'il y ait de la moisissure ou de la pourriture qui apparaisse. Il faudrait vraiment que ça soit sur une longue période. Là, on parle de plusieurs, même semaines, là, je dirais, là. OK. Fait que, tu sais, dans ces cas-ci, je pense que c'est pas trop un enjeu. OK. Pour la pourriture moisissure. Pour le retrait-gonflement, un peu la même chose. Il faudrait que ça soit vraiment prolongé pour qu'il y ait vraiment un effet, là, que le bois gonfle pour abîmer la structure. Puis en cas d'inondation comme ça, ben, je pense que c'est des travaux qui sont somme toute assez standards. Il faut quand même enlever tout le gyps puis stripper, s'assurer que tout est sec. Évident, là, Puis, mais au niveau de la structure comme telle, il n'y aurait pas de problématique si c'est pas trop prolongé. Exact, exact. Puis là, ça, c'est pour le bois massif. Pour l'ossature légère, là, c'est sûr qu'il y a peut-être des produits qui sont un peu plus susceptibles à l'eau. On parlait des bois d'ingénierie, du PSL, du LSL. Ça, des fois, sont un peu plus sensibles à l'eau, mais tu sais, je veux dire, pendant le chantier, la structure est quand même exposée momentanément aux intempéries, puis ça résiste, là. Donc, si c'est sur une courte période, j'aurais pas trop d'inquiétude, là. OK. Mais avant de refermer les murs, il faut vraiment s'assurer que le bois soit séché convenablement parce que si on vient mettre notre pare-vapeur puis notre gyps, ben on vient peut-être encapsuler de l'humidité à l'intérieur du mur, puis ça, on essaie d'éviter ça le plus possible. Fait que dans la construction, est-ce que vous donnez un temps, dans le fond, de séchage quand on referme les murs? C'est ça que je comprends? Ben, les bons entrepreneurs, en fait, là, ils vérifient ça avant de fermer OK. les murs, là. C'est sûr, il y a eu des histoires d'horreur, là, on en a tous entendu parler dans les médias, mais normalement, là, on essaie justement de fermer les murs puis s'assurer qu'il n'y ait pas d'eau qui soit emprisonnée dans nos murs puis dans nos planchers, là. OK. Fait qu'un dégât d'eau sur une longue période, est-ce que ça pourrait avoir un impact au niveau de la structure? Fait que vu que le CLT, tu sais, il y a de la colle, ça pourrait-tu faire ouvrir justement le lamellé collé pour perdre une capacité portante? Ça, c'est une bonne question. Surtout dans les bois d'ingénierie, là, il y a des tests qui sont faits pour justement là, de mouillage, trempage, puis s'assurer que les joints de colle soient assez flexibles en fait pour suivre les mouvements du bois. Donc, en tout cas, je serais bien étonné là, que même un mouillage prolongé fasse céder d'un joint de colle parce que c'est vraiment vérifié en usine, puis ça fait partie de la norme là, de fabrication de ces produits-là. Donc, ça, c'est pas trop une inquiétude. Puis, tu sais, à savoir vraiment de la pourriture, là, il faudrait que tu aies vraiment un défaut de construction, puis ça sera pas. Il faudrait que ça soit vraiment intense, là, mais non, je serais pas trop inquiet, là. Si le bâtiment est bien conçu, il est bien fabriqué, l'entrepreneur il a fait sa job, théoriquement, il ne devrait pas avoir de problème, là. Donc, si je résume finalement, le CLT au niveau de la construction pour les pompiers, ça reste quand même des éléments qui sont un bon élément de construction parce qu'il ne va y avoir pas nécessairement de propagation. La colle n'alimente pas l'incendie comme tel. On va avoir une bonne épaisseur où, avec la vitesse de combustion, c'est déjà calculé de façon à pouvoir résister au feu sur une longue période à ce moment-là. Est-ce que c'est bien résumé? Est-ce que j'oublie quelque chose, Maxime? On sait pas mal complet. OK. Fait que ça nous aide finalement vraiment. Et petite question au niveau des vis de construction. Quand on construit un bâtiment comme ça, bien évidemment, il y a tout le temps le risque que l'entrepreneur ou qu'un autre entrepreneur, l'électricien, le plombier, viennent percer ces éléments-là de construction puis viennent créer des vis. Est-ce que c'est déjà calculé, ça? Comment est-ce qu'on fait? Ça, de plus en plus, surtout en bois, là, on utilise beaucoup le BIM. Là. Le BIM, c'est pour Building Information Modeling. Modeling. Fait que c'est une maquette numérique, en fait, que les professionnels utilisent, que les ingénieurs mécaniques, structures, puis les architectes se partagent. Puis surtout dans les bâtiments de plus grande envergure, là, on s'entend. Là. Mais tous ces corps de métier-là, en fait, se coordonnent pour faire la maquette numérique et de prévoir où les percements vont avoir lieu dans la structure. Parce qu'on s'entend, là, percer un CLT là, qui fait 5 plis, là, si tu ne fais pas ça au chantier, là, ça te prend des machines spécialisées, des machines à commande numérique. C'est pas c'est pas notre petit drill de wall qui va être capable de passer à vraiment travers. pas, Là. OK. non. Fait que il faut quand même le prévoir à l'avance, là. Donc, de plus en plus, en fait, là, on voit des équipes justement conjointes avec les ingénieurs mécaniques qui prévoient là, où les tuyaux vont passer puis où, dans le fond, il va y avoir des percements dans la structure, là. OK. Donc, c'est déjà planifié finalement pour évaluer. Et là, on va quoi? Boucher ces trous-là finalement pour éviter que les feux passent ou...
Théoriquement, exactement. Normalement. Si tu as un élément qui est supposé de fournir une résistance au feu, les trous devraient être protégés par des scellants coupe-feu, des collets quelconques OK. homologués pour la performance qui est supposée de fournir. Je vous lance une question à vous trois. Je me mets à la place d'un pompier, d'une équipe de pompiers qui intervient dans ce type de bâtiment-là. Le bois est exposé et là, le bois a carbonisé. Qu'est-ce que je fais avec le bois carbonisé? Est-ce que j'explore? Est-ce que je sors ma scie à chaîne puis je perce? Ou évidemment, j'imagine que non. Comment je fais pour reconnaître que c'est pas une décoration, que c'est vraiment un élément structural? De un, première question. Et de deux, est-ce que je l'explore? Est-ce que j'essaie d'enlever une partie de l'épaisseur qui est carbonisée pour aller, tu sais, le classique là, qu'on entend, au-delà de toute trace de carbonisation? Comment vous voyez ça, les trois? Écoute, je suis content que tu en parles, mais faut quand même se le dire, il n'y a pas de vide structural. Fait que, pour quelle raison tu vas vouloir explorer au-delà des traces de carbonisation? Je veux dire, au niveau d'un pompier qui va essayer d'explorer ça, il va se rendre compte assez vite qu'il ne fera pas bien profond, là. Ça va te prendre des outils. Fait que ça donne absolument rien. Je pense que la clé là-dedans, c'est de savoir le plus rapidement possible c'est quoi ton type de structure. Il faut que l'information, que c'est un bâtiment massif encapsulé, le fameux CLT, il faut que cette information-là soit partagée pour tous les intervenants, pour qu'on comprenne dans quoi qu'on intervienne. Puis je pense que les intervenants vont savoir que ça donne absolument rien d'ouvrir. Soit un mur porteur, le plafond, c'est du bois massif. Tu n'as pas de vide. Ouais. Puis c'est ça. Puis peut-être ça nous amène au test qu'on a fait à Ottawa, là, justement. Là, dans le fond, là, c'est un bâtiment, comme Christian expliquait tout à l'heure, là, qui simulait un édifice à bureau, là, le 6e étage, un édifice de 12 étages. Puis dans le fond, c'était worst case scénario. Là. Il n'y avait pas de gicleur, il n'y avait pas de fenêtre. Puis c'était 4 B qui faisaient un L. Puis on a parti le feu, puis on l'a laissé se propager, puis on l'a laissé aller comme s'il n'y avait pas d'intervention. Puis c'est sûr que là, après 20 minutes, là, on était vraiment au maximum de la propagation incendie. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Vous avez mis des meubles, vous avez mis une charge combustible normale? C'était de la charge combustible, tout en éléments de bois, dans le fond, pour représenter, en termes de mégajoules, là, Ouais. une charge combustible de bureau. Donc, OK. ils ont construit des bureaux en bois avec des planches de... C'était pas beau, là, c'était pas du Ikea. Mais ils ont construit des bureaux pour essayer de les simuler, dans lesquels ils ont rajouté des cribs en bois pour augmenter la charge combustible par rapport à ça. Puis c'était ça qui, dans le fond, qui essentiellement donnait le 500 quelques mégajoules par mètre carré. OK. Pour le simuler, puis s'assurer qu'on a évidemment quelque chose qui brûle. Et là, comment ça réagit, ça, finalement? Ben, c'est ça. Ben, après 20 minutes, là, on était vraiment au maximum de l'incendie. Là. Côté pyromane en nous, tout était éveillé. Là. C'était intéressant. Puis après ça, ben, rapidement, l'incendie, c'est comme éteint par lui-même. Puis là, la volonté a été vraiment on le laisse aller le plus longtemps possible. Puis je pense que c'est après... On le laissait 4 heures. 4 heures, Ouais. oui. Après 4 heures, les pompiers sont rentrés dans le bâtiment, puis évidemment, il n'y avait plus de flammes visibles. Là. Il a fallu utiliser des caméras thermiques pour voir quelques petites poches ici Il y et avait là. quelques petits hotspots qui restaient évidemment dans les coins, les jonctions. Effectivement, après 4 heures, il n'y a eu aucune application d'eau. Là. Pendant 4 Aucune heures, le feu s'est application d'eau. éteint de lui-même. Exact. Dans les derniers 10 ans environ, l'ensemble des tests de feu de compartiment qu'on a fait ici, aux États-Unis, en Europe, tout, a été vraiment de laisser aller. OK. Pour justement s'assurer, est-ce qu'on est capable d'atteindre le burn-out? Est-ce que le feu s'éteint de lui-même, même avec le bois exposé? Puis, heureusement, on est tous avec la même conclusion. Essentiellement, oui, on arrive. Fait que ça, c'est intéressant. Là. Fait que là, ce que je comprends, c'est que si je prends une pièce, un morceau de CLT qui est exposé au feu, la carbonisation, à un moment donné, va s'achever d'elle-même. Il va quoi? Il va manquer d'oxygène, finalement, à l'intérieur des fibres du bois, puis il va finir par... Il ne pourra pas brûler le 8 pouces au complet. C'est ça que tu Exact. Ben, c'est pas tant qu'il va manquer d'oxygène qu'il n'y a plus assez de chaleur pour maintenir la combustion. Ah, OK. Donc, le bois ne maintient pas lui-même sa combustion. Finalement, on passe Parce pas au qu'à travers. l'inverse, la carbonisation va le protéger, justement, OK. thermiquement. Donc, la carbonisation, ça, c'est... OK, la carbonisation vient protéger Mhm. la chose. Un peu comme, Exact. finalement, si je fais un mauvais parallèle, un feu de forêt qui brûle, mais les arbres sont encore debout Ben oui. parce qu'ils ne brûlent pas au complet. Exact. OK. Ce que je dis dans mes cours, le bois est un matériau naturel, fait que si on l'attaque, il va se protéger. Ah, j'aime ça.
Excellent. Ce qui m'amènerait à parler, on n'a pas discuté des attaches, parce que souvent, on dit que les attaches, c'est notre faiblesse dans notre structure. Bon Ça point. dépend quelle structure on parle. On va rester dans le CLT parce que je suis content d'avoir des spécialistes. Comment tes éléments verticaux versus horizontaux vont être assemblés? J'imagine qu'il y a plusieurs types d'assemblage. Tu sais, avant, là, le gros bois d'œuvre, c'était vraiment tonneau mortaise. On avait bois sur bois avec un peu de colle, tu sais, des gros clous après ça. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'on a des plaques, on a des... Je pense que tout est fait pré-usiné. Exact. Là, avec les machines à commande numérique, là, à cette heure, on peut faire à peu près n'importe quoi. Puis dans le bois, en fait, dans le bois massif, la stratégie, c'est vraiment de protéger les assemblages métalliques à l'intérieur du bois. Donc, on vient faire une fente sur le bout de la poutre, mettons, puis on vient insérer une plaque à l'intérieur, puis on vient la visser sur le côté. Là, puis l'assemblage, en fait, quand tu regardes un assemblage en bois, tu vois pas de métal du tout. Là, tout est caché à l'intérieur du bois. Donc, l'attache est protégée par le bois, justement. Exact. Fait qu'elle ne sera pas exposée à la chaleur. Exact. OK. Fait que même si c'est un morceau de métal, c'est pas une problématique comme on aurait, mettons, avec l'étrier ou le... Oui, elle ne sera pas visible. OK. C'est ça, c'est la différence avec ce qu'on parlait au tout début avec construction en gros bois d'œuvre, où là, justement, on va avoir des gros étriers métalliques visibles, peut-être, bon, selon certains, visuellement différents. Mais là, avec les nouvelles constructions modernes, même si on est encore dans du petit bâtiment, les techniques de construction sont tout autres maintenant. Les nouvelles attaches modernes, tout est caché, tout est en dedans. Et reste que les assemblages bois sur bois, c'est les meilleurs. OK. Tu élimines les parties métalliques ou autres matériaux. Tu utilises le bois à 100% avec très peu d'attaches pour sécuriser, mais tu laisses le bois travailler tout seul. Comment est-ce qu'un pompier ou une équipe de pompiers peut reconnaître ce type de structure-là? Quels seraient les signes visuels d'une structure d'un 7 étages, d'un 10 étages en bois? Est-ce qu'il y a des différences architecturales? Est-ce que, tu sais, je pense exemple au balloon frame, là, tu sais, au pan à vide, le bon terme. Tu sais, nos fenêtres sont claire-voie, merci. Nos fenêtres alignées, il y a des signes extérieurs visuels. Là, est-ce qu'on en aurait? C'est dur à dire. Ouais, c'est surtout les constructions en bois massif, en fait, quand le bois est exposé, évidemment, ben, quand tu rentres en dedans, tu le vois que c'est du bois massif. Là. OK. Mais si le bois était encapsulé dans le gypse, ça serait très difficile de faire la distinction entre un bâtiment en béton, en acier ou en bois. Là. Les architectes sont ingénieux Ouais. pour trouver des solutions. Donc, tu sais, le système de construction en bois massif va s'apparenter beaucoup à un building en béton. OK. Donc, en termes de volumétrie, c'est une boîte carrée, OK. essentiellement. En béton, ça, on regardait en s'en venant ici. En béton, souvent, le balcon va sortir dehors, en béton. Oui. Si c'est en bois, il ne sera pas en bois dehors. Il va être protégé. Est-ce que c'est un signe? Peut-être pas, mais ça pourrait être un indice. Parce que quand on dit protéger, comment je protège un... Il va être recouvert d'un matériau incombustible par-dessus, une tôle métallique ou quelque chose. Donc, bref, tu ne verras pas une dalle de béton qui sort. OK. Je comprends. Peut-être ça pourrait être un indice, mais autrement, difficile. OK. Puis, tu sais, dans le bois massif aussi, souvent, la stratégie, c'est d'avoir un podium en béton avec du bois par-dessus. Fait que quand tu rentres dans le bâtiment, ben, ton premier étage, ça se peut qu'il soit en béton, mais tout ce qu'il y a en haut, c'est tout en bois aussi. Pourquoi c'est quoi l'avantage de... D'utiliser le béton, ben, Ouais. c'est que souvent, c'est que tu as le stationnement souterrain qui est en dessous. Fait que tant qu'à avoir le stationnement, tu montes d'un étage. OK. Il y a aussi des considérations de code. Là. Quand c'est des commerciales, d'habitude, tu dois Des être... usages mixtes au rez-de-chaussée ou OK. des trucs comme ça. Ben, surtout plus, mettons, centre-ville. Là. Mhm. Et donc, on ne retrouverait pas... est-ce que je peux retrouver des bureaux ou des places d'affaires avec ces structures-là en bois? Ou est-ce que... OK, ça, on pourrait quand même en avoir. Là. C'est pas exclusivement, parce que depuis tantôt, on parlait du résidentiel. Ouais. Je pourrais avoir une tour à bureau. avec ces Absolument. structures-là. Juste pas très loin d'ici, là, on est allé à Toronto, puis il y a déjà du 14 étages en bois massif, bureau, OK. avec toiture végétalisée, 100% bois massif, CLT, lamelé collé, Wow! Colin, j'avais aucune idée que ça pleinement existait. vitré. Fait que le jour, tu le sais pas. Le soir, quand il y a de la lumière, tu vois très bien la structure, fait que tu peux l'apprécier. OK, Mais sinon, le jour, pas le voir. tu peux pas vraiment t'en douter. Les 6 étages, on en a ici au Québec aussi, là, entre autres, là, ici à Mirabel, là, les tours Guimont, de Guimont Construction, là, il y en a plusieurs. Synergia aussi sur la rive sud, là, à Saint-Hyacinthe, là, c'est un 6 étages, là, bois 100% exposé. Gros problème, Euh, c'est ça? Le gros problème, exact, ouais. Ouais.
Fait que ça, c'est 6 étages. Là. Il y en a au Québec aussi, là, l'édifice Fondation. Donc, on en voit des 6 étages. Mais là, fort est à parier que ça va monter un peu plus dans les prochaines années. Là. On n'a pas parlé de la forme du bâtiment. Puis je pense que c'est un indice qui peut nous amener vers d'un. Tu vas le voir, que oui, c'est en bois, mais je veux dire, la forme du bâtiment. Le CLT, il y a beaucoup d'arénas qui sont construits, des amphithéâtres. Fait que, puis c'est là que je vois qu'il y a des arches. Ils vont le faire en CLT, la mêlée collée, puis ça, c'est pas avec l'humidité qui est frontale. En tout cas, ça, c'est des termes techniques, mais ça pour dire que la forme du bâtiment, okay, il va y avoir voyons, des arches. Là, ouais. Des arches, des portions plus rondes là, sur le bâtiment. Ouais. Puis on va le voir par en dessous. Là, c'est des longues portées. Donc, ça va être un signe visuel à voir. Puis pour ce qui est des balcons autoportants classiques, comme tu as dû le voir en béton, oui, ils ressortent versus le CLT, puis ils vont les faire intégrer dans le bâtiment pour justement les protéger intempéries, le pourrissement. Fait qu'il va être intégré dedans et non dépassé. Dernière question pour vous, messieurs. Est-ce qu'il y a déjà eu des interventions incendies dans ce type de bâtiment-là? Y a-t-il déjà eu des feux dans des bâtiments avec du lamelé collé? Des constructions en bois massif, il y en a eu quelques-uns, mais ça reste encore anecdotique. Là. On n'a pas une grosse banque de données d'incendie. Puis Okay. il y en a quelques-uns qui sont venus à nos oreilles. Là. Entre autres, il y en a un à Trois-Rivières, là, c'est un bâtiment industriel, là, il y avait des piles au lithium à l'intérieur. Donc, c'est un peu un contexte particulier. Là. Mais sinon, dans des bâtiments multi-étagés, de grande hauteur ou de grande dimension, là, à ma connaissance, il y en a les deux qu'on parlait, là, Origine et Arbora, ont eu un incendie. Ah oui, OK. Qui ont été confinés. Origine, c'était au tout... C'était-tu Origine ou c'était Fonds d'Action? Je pense que c'était Fonds d'Action. Je sais pas. Qui a eu un feu dans un local technique, puis il est resté là. Il s'est pas déclaré, c'était minime, mais quand même, il y a eu un incident. Arbora, c'est un feu de balcon. Donc, qui ont arrosé. On revenait tout à l'heure là, avec le potentiel dégâts d'eau. Mais sinon, c'est ça. Ça a été le balcon qui a été plus endommagé que d'autres choses. Mais sinon, non, on n'a pas... Du moins, je fais pas le recensement des incendies ou de tous vos calls que vous recevez. Donc, c'est ça. Ceux qu'on sait qui se rendent jusqu'à nous, c'est jusqu'à présent limité. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. On va inviter nos auditeurs, si vous avez eu des interventions incendies dans des bâtiments, structures de bois de multiples étages, écrivez-nous, on va transmettre l'information à Christian et à Simon à ce moment-là. La cellulose, c'est la bête noire des pompiers dans le moment présent. C'est un fléau où on manque d'informations parce que c'est un produit qui est vendu inifuge en magasin. Et il y a beaucoup d'interventions parce qu'il y a des réignitions. C'est pourtant supposé être un produit inifuge. Fait que la question est la suivante, c'est quand tu vas injecter de la cellulose dans un entretoit qui est ventilé, la qualité inifuge qui est dans le produit, la cellulose, c'est du papier journal. Donc, ce produit-là, est-ce qu'il est bon à vie? Il est bon pendant combien de temps? Il n'y a aucune étude, qui a été partagée à savoir c'est bon pendant combien de temps. Écoute, c'est un sujet intéressant dans le sens où effectivement, le traitement ignifuge, moi, je ne connais pas énormément le produit spécifiquement. Ce que je connais des traitements ignifuges, on en parlait tout à l'heure, ça ne le rend pas incombustible. Donc oui, il demeure combustible. L'isolant va demeurer combustible, donc il pourrait avoir un potentiel de réallumage, ultimement. Et le traitement va sûrement, à mon avis, juste viser encore là, réduire l'indice de propagation de la flamme du produit. Donc, pour l'utiliser dans les vitres de toit. Sa longévité, je dirais que c'est la zone grise. Il n'y a pas d'exigence de démontrer la longévité des produits. Donc, est-ce que c'est correct, c'est pas correct? C'est une question qui se pose. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de... Comme tous autres bois traités, par exemple, là, peu importe le traitement, il n'y a pas d'exigence de tester pour la longévité du produit. Le bois qui va être dehors, lessivé, est-ce qu'il dure 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Je ne sais pas. Okay. Donc, c'est malheureusement, j'ai pas une bonne réponse, mais malheureusement, c'est la réalité. C'est présentement, on a comme une zone grise sur, il n'y a pas d'exigence en lien avec ce genre de traitement.
Mais je pense aussi puis tu sais, ça va être des questions qu'il va falloir adresser parce que je pense qu'on va en voir de plus en plus ou des matériaux biosourcés dans les enveloppes de bâtiments, là, aussi des panneaux en fibre de bois là, pour venir faire l'isolation thermique des bâtiments. Parce que tu sais, on s'entend, la structure, là, nous, c'est notre champ de bataille, là, puis quand on remplace le béton, l'acier par le bois, ben, on permet de diminuer l'impact carbone des bâtiments. Mais quand on vient utiliser des matériaux biosourcés dans l'enveloppe en remplacement de la laine de roche, de la laine de verre, ben, ça permet aussi de diminuer l'empreinte carbone des bâtiments. Donc, fort est à parier qu'il y a des manufacturiers qui vont arriver sur le marché et qui vont proposer des solutions. Puis évidemment que la sécurité incendie va être un facteur qu'il va falloir qu'ils adressent parce que, comme Christian dit, je pense que c'est une zone grise en ce moment-là. Merci beaucoup, messieurs, de votre présence au podcast. C'était extrêmement intéressant et surtout très, très, très instructif. Donc, je rappelle Christian pour FP Innovation, Simon chez Secobois et Maxime, toujours avec nous à Flash pour tout ce qui est structure de bâtiment. À la maison, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast de Flash Formation.